Comme énoncé dans la précédente vidéo de cette série, utiliser Express nécessite de comprendre certains concepts clés, comme le routing, les routes, les middleware, etc. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir le concept de routage, de route et de routeur. Le routage consiste à mapper un endpoint, c'est-à-dire une URL et une méthode de requête HTTP, sur un gestionnaire de route donné. Dans la pratique, le gestionnaire de route est un callback JavaScript dont le but est de traiter les requêtes qui arrivent sur le endpoint. Et lorsqu'on met en place ce mapping, les différents chemins possibles représentent ce qu'on appelle les routes. La syntaxe de définition d'une route avec Express se présente comme suit. Donc nous avons app qui représente notre instance d'application, méthode qui représente la méthode HTTP que nous souhaitons traiter, c'est-à-dire le get, le delete, le put, le patch, etc. Nous avons le path qui représente le chemin ou la route que nous souhaitons traiter. Et nous avons le handler qui représente la fonction qui va procéder au traitement des requêtes qui vont arriver sur la route en question. Donc dans notre précédente vidéo, nous avons réalisé quelques exemples sans trop insister sur la syntaxe. Donc ce que nous avons fait dans la précédente vidéo, les codes que nous avons écrits dans la précédente vidéo se présentent comme suit. Donc ces codes respectent la syntaxe que nous venons de voir. Donc nous avons l'instance, la méthode que nous souhaitons traiter, le chemin que doit matcher la requête qui est faite par l'utilisateur et le handler ou le gestionnaire de route qui est un callback qui prend 4 paramètres dont nous avons vu les deux essentiels pour le moment, à savoir la requête et la réponse. Donc la requête qui est traitée en utilisant le rec et le res qui nous permet de traiter la réponse et de retourner un résultat à l'utilisateur. Donc dans cette deuxième partie, nous allons revenir sur cela en détail. Donc pour ce faire, je vais enlever tout ce code. Donc là, nous avons le code minimal d'une application Express et nous allons maintenant mettre en place quelques routes pour répondre à des besoins spécifiques. Concernant la définition des routes, il faut savoir que dans les coulisses, Express utilise le module path2regex pour faire de la correspondance de chemin de routage. Donc pour avoir une idée de la façon dont Express traite les routes, vous pouvez vérifier ce module et regarder plutôt la documentation de ce module pour avoir plus de détails sur cela. Mais nous allons ici réaliser quelques exemples juste pour la compréhension. Donc ici, je vais dans un premier temps mettre en place quelques routes et expliquer à quoi cela va correspondre lorsque l'utilisateur va faire des requêtes. Donc supposons ici que j'ai un handler qui me permet de gérer des requêtes qui arrivent sur une route. Donc j'ai le request ici. Et j'ai la réponse ici. Donc ça c'est quelque chose que nous avons vu dans une précédente vidéo. Donc ici je vais juste répondre à chaque fois en retournant un test donné. Donc je vais juste mettre hello world ici. Et là, je vais mettre dans un premier temps la route par défaut. Donc nous avons mis en place lors de la vidéo précédente des scripts qui nous permettent de réaliser le build et de pouvoir également faire le run de notre serveur. Donc on va faire une PM run start ici. On va le lancer également en mode développement. Donc lorsque je retourne maintenant dans mon outil me permettant de réaliser les tests, donc si je mets ici localhost 3000 ici, et que je fais une requête vers cette route, donc je m'attends à avoir mon hello world qui correspond au résultat de cette requête. Donc nous avons vu également que dans la définition des routes, lorsqu'on veut matcher une route spécifique, il nous suffit de préciser le nom de la route ici. Donc si je fais Toto ici,
lorsque je vais retourner dans mon serveur et faire une requête directement ici, vu qu'aucune route ici ne correspond plus à la racine, donc je n'aurai aucun résultat. Donc il me faut spécifiquement envoyer une requête de type get qui match cette route Toto pour que j'ai le résultat hello world. Donc si on fait un test ici, donc je vois que on me dit que la route n'existe pas. Donc je sais pourquoi j'ai le not found ici. Mais si je mets ici Toto maintenant, donc j'aurai le résultat hello world que j'avais initialement. Donc nous allons passer en revue d'autres façons de définir les routes, juste pour que à l'avenir, lorsque vous avez des routes à définir, vous ayez au moins une idée des patterns pour pouvoir les définir. Donc si nous revenons ici, il faut savoir qu'il est possible par exemple d'utiliser des wildcards ici. Les wildcards, c'est des signes qui ont une signification particulière, qui veulent dire un caractère, plusieurs caractères, etc. Donc en supposant que ici, je souhaite autoriser l'utilisateur à pouvoir autoriser le caractère Toto, plutôt le taux ici que je souhaite par exemple permettre à l'utilisateur de pouvoir écrire ceci. Supposons que nous souhaitons autoriser l'utilisateur à écrire ceci, T avec un seul O comme ça, Tuto comme ça. Donc pour pouvoir autoriser à la fois Toto et Tuto, donc je peux insérer ici un wildcard qui me permet de dire que j'accepte un seul caractère, que j'accepte au moins un caractère. Donc dans ce cas, je peux mettre par exemple le point d'interrogation ici. Supposons plutôt que nous souhaitons autoriser ceci, que nous souhaitons autoriser l'utilisateur à écrire Toto ou que nous souhaitons autoriser l'utilisateur à mettre plutôt ceci, TTO comme ça ou Toto, que ce soit les routes qui soient valides. Donc pour pouvoir faire cela, nous pouvons dire que le O ici est optionnel. Donc on peut indiquer ça de cette façon. Donc lorsque je vais faire un save ici, lorsque je viens là, que je mets TO comme ça, donc je m'attends à voir le hello world. Lorsque je mets Toto également, je m'attends à voir le hello world. Mais lorsque je vais mettre autre chose ici, donc je n'ai plus le résultat escompté. Pourquoi? Parce que je dis ici que je vais accepter ce caractère 0 une fois. Donc c'est ce que le point d'interrogation me permet d'indiquer ici. Donc vu que j'ai mis ici Chuto comme ça ne respecte plus ce que j'ai défini initialement ici. Ce que j'ai défini là. Donc ce qui fait que je n'ai plus le résultat escompté. Mais si je souhaite par exemple autoriser Chuto, donc ça veut dire que je dois dire ici que je peux accepter le O 0 plusieurs fois. Donc pour pouvoir faire cela, il me suffit de mettre à la place du point d'interrogation le signe astérisque comme ça. Donc le astérisque, ça veut dire 0 ou plusieurs fois le caractère en question. Donc si on revient là et que je refais le test, que je fais le send, donc là nous avons de nouveau les résultats escomptés. Donc on peut également dire que nous souhaitons accepter un caractère plusieurs fois. Donc supposons que je veux ici autoriser le O, qu'on puisse autoriser le O plusieurs fois, mais que le O soit requis. Parce que avec ce que nous avons mis ici, le fait que nous disons 0 ou plusieurs fois, donc ça autorise à la fois TTO, ça autorise Toto, et ça autorise Chuto comme ça. Avec ce que nous avons écrit actuellement là. Vu que nous disons que ce paramètre est optionnel, donc on peut l'enlever ou l'avoir plusieurs fois. Donc si je reteste ceci, donc ça me permet d'avoir le Chuto que nous avons déjà. Ça me permet d'avoir plusieurs O ici. Ça me permet d'avoir TTO comme ça également. Je regarde ici, nous avons dit
0 ou plusieurs. Autant pour moi, le point, le astérisque veut dire plutôt qu'on peut avoir tous les caractères plusieurs fois ici. Donc dans le cas ici, donc ça veut dire que c'est pas TTO, mais c'est plutôt, on peut avoir plutôt ceci, ou ceci, etc. Donc on va refaire le test. Donc là, si je reviens là, donc ça veut dire que ici, je peux insérer en plus du O, A par exemple. Donc si je fais ça, donc j'ai le résultat escompté. Si je fais ceci, j'ai toujours le résultat escompté. Si je mets un 2 ici ou 1, j'ai le résultat escompté. Donc je reviens dessus, autant pour moi l'astérisque n'a pas la même signification que dans les vraies expressions régulières. Donc la particularité, c'est que le astérisque veut dire une instance de caractère ou plusieurs caractères autres caractères. Donc le astérisque peut être remplacé par n'importe quel caractère. Mais cela veut dire aussi que le caractère en question est optionnel, ce qui nous permet d'avoir le toto que nous avons là. Donc nous avons vu le point d'interrogation, nous avons vu l'astérisque, il nous reste à voir le plus. Donc le plus, lorsqu'on a le plus comme ça, donc cela veut dire le caractère en question est requis d'abord et qu'on peut l'avoir plusieurs fois. Donc dans le cas ici, ça veut dire que au final, nous aurons la possibilité d'écrire par exemple Toto, nous pourrons écrire Toto comme ça ou Toto comme ça. Donc on va tester cela. Donc je retourne là. Donc déjà, si je fais ceci, je n'aurai rien parce que ça ne matche pas la route que j'ai définie. Lorsque je mets TTO comme ça, vu que j'ai pas le O, ça ne matche pas aucune route. Lorsque j'ai le O comme ça, vu que nous avons dit que c'est requis, qu'on doit l'avoir une ou plusieurs fois, donc si je fais Toto, cela correspond à la route. Lorsque je fais Toto aussi comme ça, cela correspond à la route en question. Donc encore une fois, pour pouvoir avoir d'autres idées ou voir comment les wildcards peuvent être définis, il suffit de consulter la documentation du module qui est utilisé derrière le Express pour pouvoir réaliser les matchings de routes en utilisant les tests que nous mettons ici. Afin de mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusque-là, nous allons réaliser un petit exercice qui va consister à mettre en place un endpoint pour simuler un service web REST, c'est-à-dire REST API, qui nous permettra de récupérer les données de certains utilisateurs. Donc nous allons créer les différentes méthodes HTTP pour pouvoir réaliser des requêtes sur ce endpoint. Donc pour cela, j'ai mis en place une petite liste d'utilisateurs ici. Donc nous allons utiliser cela pour la pratique. Donc je vais récupérer cette liste. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que je vais créer une constante qui va représenter la liste en question. Donc on va supposer que cette liste est une base de données que nous serons utiliser pour différentes opérations. Donc ici, la première chose que je vais faire ici, je vais créer un petit fichier qui va représenter notre liste d'utilisateurs. Donc je vais mettre ici users comme ça, .ts. Donc je vais créer une constante ici qui va représenter la liste des utilisateurs. Donc ce sera un tableau qui va contenir cette liste. Donc je vais également créer ici le typage qui va avec, donc le modèle. Donc je vais nommer ça ici user model ts. Et là, je vais créer le typage qui va avec ceci. Donc ici, on va se dire que nous avons l'ID de l'utilisateur qui a une chaîne de caractères. Nous avons le name qui a également une chaîne de caractères. Nous avons le département. On va dire que le département peut prendre les valeurs IT, marketing,
Donc ici, j'ai la valeur marketing. Nous avons la valeur HR. Et nous avons le niveau également. Donc on va dire que ça c'est le level. Et que le niveau peut prendre les valeurs J pour junior, S pour senior et mid pour le niveau moyen. Donc on a 3 niveaux, junior, mid et senior. Et voilà. Donc du coup, l'idée c'est de déplacer ceci, de créer un type avec. Donc je viens là. Donc je vais créer une interface ici que je vais nommer user. Donc ici, je vais juste utiliser l'interface en question. Donc je vais exporter cette interface pour pouvoir l'utiliser depuis l'extérieur. Donc là, c'est bon pour le modèle. Ici, on va juste utiliser le user, vu que c'est une liste de user. Donc on va juste faire ceci. Et nous allons également exporter cette constante pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur. Donc ici, nous allons juste importer notre liste en question. Donc on va dire ici const égale à user qu'on va importer depuis l'extérieur. Donc je vais faire ici user. Donc on a notre user qui est importé depuis l'extérieur. Donc l'idée maintenant c'est de définir différentes routes pour pouvoir réaliser des requêtes de type get et tout ça. Donc on va dire ici que nous voulons créer notre route qui va permettre de traiter les requêtes qui vont arriver sur /user. Donc on va juste faire ceci. Donc c'est là que je vais définir maintenant comment je souhaite traiter mes requêtes. Donc ici je fais request response. Je définis le corps de mon callback ici. Donc pour un premier temps, nous allons juste faire ici results.status ici. On sait que le résultat par défaut c'est du 200, donc pas besoin de préciser cela. Donc dans le cas d'une requête vers /localhost /users, nous voulons retourner la liste des utilisateurs que nous avons ici. Donc il nous suffit ici de faire results comme ça .json et de retourner la liste des utilisateurs. Donc on va juste passer ici dans la liste d'utilisateurs qui est users comme ça. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je reviens là. Je fais juste /users ici. Users. J'agrandis un peu ça. Je fais ma requête. Donc je vois que j'ai ma liste d'utilisateurs qui m'est retournée ici. Donc supposons que nous voulons maintenant mettre en place le endpoint qui nous permet de récupérer les informations d'un utilisateur spécifique. Donc ce qu'il faut savoir ici, nous aurons besoin de pouvoir passer les informations de l'utilisateur, c'est-à-dire le user ID, par l'URL ici pour pouvoir faire cela. Donc on peut faire quelque chose comme ça, user ID. Mais en procédant de cette façon, ça veut dire qu'on crée une route statique. Mais l'idée, c'est de rendre cette partie dynamique. Donc pour pouvoir faire cela, Express nous permet d'utiliser des 2 points pour préfixer une partie de l'URL ou de la route que nous souhaitons rendre dynamique. Donc en procédant ainsi, le user ID sera maintenant une variable de path, donc route path que nous pouvons récupérer et effectuer des traitements dessus. Donc on va faire un save ici. Donc à chaque fois qu'on aura une requête, maintenant il nous suffit de récupérer
l'ID en question ici et de pouvoir faire un travail dessus. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire ici, nous allons juste essayer de récupérer cette valeur et de l'afficher. Donc cela nous permet d'avoir une idée de comment récupérer des données de route dynamique. Donc pour pouvoir faire cela, Express nous met à disposition, donc le user ID, il nous met à disposition au niveau du paramètre représentant la requête. Donc on a ici une propriété query, non pas query parameter, mais params plutôt, qui nous permet de récupérer des données de la route. Donc si j'affiche juste cette donnée, donc supposons que nous affichons juste ceci dans la console dans un premier temps. Donc il s'agit d'un objet, c'est-à-dire une association de clés et de valeurs qui nous permet d'accéder aux données se trouvant dans la route. Donc lorsque je vais faire par exemple une requête sur user slash quelque chose, donc si je mets par exemple ici A, B, C, D, et que je fais la requête, on s'attend à avoir dans notre console, si j'ouvre la console, les données qui ont été envoyées à travers la route. Donc on voit que ça me retourne le user ID qui correspond à la valeur que j'ai renseignée ici, qui est le ABCD. Donc si je change ceci à 1, 2, 3, je fais slash 1, 2, 3, donc ça veut dire que c'est la valeur 1, 2, 3 qui sera récupérée lorsque je ferai la requête, vu que j'ai dit à Express que cette partie est dynamique et que cela correspond au user ID. Donc si on regarde dans la console, donc on voit que cela correspond à cette valeur. Donc rien ne nous empêche d'ajouter d'autres valeurs ici. Donc on peut dire ici que ça représente par exemple un département. Donc c'est un exemple que je donne juste pour montrer qu'on peut avoir plusieurs valeurs de route paramètres. Donc lorsque je vais faire maintenant ici slash IT comme ça, donc Express fera le travail pour moi pour me retourner les valeurs. Vu que j'ai dit que cette partie représente le département, donc il récupère la valeur qui a été saisie par l'utilisateur, qui est IT dans ce cas. Donc c'est de cette façon qu'on peut récupérer les données de routing. Donc si on revient à notre cas spécifique, nous voulons récupérer cette valeur et chercher l'utilisateur correspondant dans la liste d'utilisateurs que nous avons récupéré ici. Donc pour pouvoir faire cela, donc ici, nous pouvons juste faire ça, ce qui nous permet de récupérer le user ID. Et dans notre liste maintenant, nous allons rechercher l'utilisateur en question. Donc il nous suffit de faire ceci. Donc on va dire que l'utilisateur en question, cela correspond à on récupère notre liste et on filtre cette liste. On fait plutôt un find dans cette liste pour pouvoir récupérer un utilisateur dont l'ID, donc on va faire user.id correspond à l'ID de l'utilisateur qui est renseigné, donc l'ID qui est passé en paramètre. Donc au niveau de notre retour de résultat maintenant, nous allons dire que si nous trouvons cet utilisateur, on la renvoie. Donc on va faire ici un return pour que le code ne continue pas son exécution après cette ligne. Donc on va dire que ça fait, on retourne l'utilisateur en question. Donc on va retourner l'utilisateur qu'on a trouvé, mais si on ne trouve pas l'utilisateur en question, donc on va retourner un 404. Donc on va faire status ici. On va dire que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Donc on peut aller plus loin en ajoutant un message. Donc on peut faire ceci et dire que nous voulons retourner un message spécifique. Donc je peux faire ceci et retourner un message spécifique et dire par exemple user not found par exemple. Ou je peux même ici dire que je veux retourner le résultat sous forme de JSON et dire par exemple ici que le message par exemple que c'est user not found. Donc à nous de voir comment on souhaite structurer les choses. Donc il y a certaines personnes qui dans leur résultat, au lieu de retourner
l'objet directement comme ça. Ils encapsulent ça dans un attribut result par exemple, de cette façon. Donc il y a certaines personnes qui procèdent comme ça. Donc dans ce cas, ça veut dire que il faut encapsuler ceci dans results à chaque fois. Pareil ici, et dans ce cas, nous allons dire par exemple que nous avons results comme ça. Et on va dire qu'il n'y a pas de résultat dans ce cas. Et que nous avons le error message ou un error qui correspond à ceci. Donc, on peut procéder également comme ça. Donc, il y a différentes façons de structurer. Il y a différentes façons que les gens utilisent pour structurer leur API. Donc, à vous de voir la méthode qui vous va le mieux. Mais l'idée, c'est que nous souhaitons retourner un K104 lorsqu'il n'y a pas de résultat, et lorsqu'il y a des résultats, on veut retourner le résultat en question. Donc dans notre cas, avec ce que je viens de faire, ça veut dire que le result sans S représente toujours le résultat de notre réponse. Donc si je reviens ici, dans un premier temps, si je refais la requête vers le /user, donc je m'attends à avoir un result qui va contenir la liste des données. Donc lorsque je vais faire la requête en prenant un user ID qui n'existe pas, si je mets par exemple test ici, donc je m'attends à avoir un K104 et j'ai ici le résultat de ma requête. On me dit ici que le user n'a pas été trouvé. Mais lorsque je reviens ici maintenant et que je fais la requête avec cet ID, donc je m'attends à avoir l'utilisateur qui correspond à cet ID, qui est Akwe annoté dans ce cas. Donc si je fais la requête, on voit que cela me donne l'utilisateur en question dans la partie result qui est Akwe dans ce cas, Akwe annoté dans ce cas. Donc à vous de voir comment vous souhaitez structurer votre application. Donc ici, si on ne veut pas encapsuler les choses, on peut simplement faire ceci. Ici également, on fait ça. Au niveau de l'erreur, on n'a pas besoin de mettre tout ça. Donc du coup, on laisse juste la requête comme ça et on fait un end ici pour dire que tout s'est bien terminé. Donc si je reprends et que je refais la requête, donc cette fois-ci, on n'aura plus le result qui encapsule tout. On aura directement le résultat. Et lorsqu'on fait la requête avec un ID qui n'existe pas, on a un K104. Donc là, nous venons de traiter les différents cas de... Nous avons fait le cas du get pour récupérer les informations d'un utilisateur. Nous avons fait le get aussi de cette façon pour récupérer la liste de tous les utilisateurs. En supposant que nous voulons faire le delete, donc on va procéder pareil, je copie sur ceci. Donc je mets le delete ici. Donc dans le cas du delete, ça veut dire que on doit supprimer l'utilisateur dont la valeur correspond à ça. Donc ce que nous allons faire dans ce cas, ça veut dire que nous allons prendre notre liste, notre ancienne liste d'utilisateurs et la modifier. Donc ça veut dire que notre user que nous avons récupéré ici, il faut la modifier en supprimant les données de la liste. Donc ici, ça veut dire que notre user, dans notre user, c'est-à-dire dans notre user qui existe, on va lui affecter une nouvelle liste qui sera un filtre. Donc on va réaliser un filtre ici. Et on va dire qu'on va garder tous les utilisateurs dont l'ID est différent de l'ID qui est passé en paramètre. Donc ça veut dire qu'on crée une nouvelle liste à partir de la liste existante. Ici, nous avons quoi? Il dit cannot assign to users. C'est normal qu'on essaie de, c'est pas normal qu'on essaie de modifier une constante qu'on a importée. Donc ici, ce qu'on aurait pu faire ici, on aurait pu créer par exemple une liste temporaire. Donc on peut mettre ici user
user list comme ça, ou je laisse ça comme ça, je vais plutôt nommer celle-ci user list comme ça. Donc on va se dire que notre user finalement, notre users finalement, c'est un clone de la liste que nous importons, ce qui nous permet de pouvoir réaliser d'altérer cela sans impacter le vrai user initial, qui était le user list. Donc ici, nous avons créé un alias que nous utilisons. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est que au début, nous avons notre liste ici. Ok, ça a été déclaré comme const, donc du coup, je fais un let, je fais une copie de la liste initialement que je peux après utiliser n'importe où dans mon application. Donc dans cette liste, lorsque l'utilisateur va essayer de faire un delete, donc je vais supprimer de cette liste l'utilisateur en question. Donc on crée une nouvelle liste qui va contenir les utilisateurs dont l'ID est différent de l'ID qui est passé en paramètre ici. Donc à la fin, on retourne ici, vu que c'est un delete, on va juste retourner un 204 et dire que l'opération s'est bien déroulée, mais qu'il n'y a pas eu de problème. Donc autre chose ici, dans la pratique, ce qui se fait, avant de pouvoir d'aller jusqu'à la suppression de la valeur, il faut ici vérifier que l'utilisateur existe dans la liste avant de le supprimer. Donc ça veut dire que dans ce cas, avant de faire la requête, on aurait dû faire ceci. Donc on va d'abord essayer de voir s'il y a un utilisateur. Donc ce que nous avons fait ici, on aurait pu réaliser ceci. Et retourner un résultat si l'utilisateur n'est pas trouvé dans la liste. C'est-à-dire qu'on vérifie d'abord si cet utilisateur existe dans notre base de données, c'est-à-dire dans notre liste. Si elle n'existe pas, donc du coup on doit retourner une erreur 404 ici. Donc on aurait fait comme ça et retourner une erreur 404 dans ce cas. Donc on aurait fait comme ça, donc on aurait fait result.send ici, et là on ferait result.status et dire ici que lorsque l'utilisateur n'est pas trouvé, c'est un 404. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc l'idée de ce que nous avons fait, lorsqu'on va essayer de supprimer un utilisateur, on vérifie, on essaie de récupérer l'utilisateur. Donc l'idée de ceci, c'est juste de voir si l'utilisateur existe ou pas. Donc s'il n'existe pas, donc on envoie un 404. S'il existe, donc on procède à sa suppression. Et on retourne un 204. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je retourne là. Je vais essayer de supprimer le premier utilisateur ici. Donc à partir de là, nous pourrons commencer par créer différents types de méthodes ici, ou bien plutôt de requêtes. Donc je peux dire que ça me permet de récupérer la liste de tous les utilisateurs. Que je veux réaliser une requête de type delete ici, qui va me permettre de supprimer un utilisateur. Donc je nomme juste mes requêtes ici, à travers l'outil. Donc je fais delete user, par exemple. Je fais ici, je vais nommer ça get users. Donc l'idée maintenant, c'est que lorsque nous allons essayer de supprimer un utilisateur ici en utilisant le delete, on va après vérifier si l'utilisateur existe toujours dans la liste ou pas. Donc je fais ceci. Je vais réaliser une requête de type delete pour supprimer un utilisateur spécifique. Donc il me faut préciser l'ID de l'utilisateur lors de la suppression. Donc je fais delete, je précise l'ID de l'utilisateur. Nous allons également ajouter une requête ici pour réaliser le get user. Donc get user by ID. Donc on va faire get user ici. Donc je reviens là, je copie juste ça.
Donc dans un premier temps, nous faisons un get. On récupère l'utilisateur, on voit qu'il est bien dans la liste. Lorsqu'on vient dans le get user également, on fait la requête, on voit qu'il est bien dans la liste. Lorsque nous allons vouloir le supprimer, donc on fait delete ici. Nous avons la requête qui s'est bien passée. On vient ici pour faire un get by user. On s'attend à avoir un cas 104 vu que l'utilisateur n'est plus dans la liste. Donc on fait ça, il n'est plus dans la liste. On vient là. Lorsqu'on fera la requête, on s'attend à avoir 1, 2, 3, 4. Donc on s'attend à avoir 3 personnes dans la liste maintenant, vu que l'utilisateur a été supprimé. Donc je fais ça. Donc on voit que nous avons 3 éléments dans la liste. Lorsqu'on va vouloir supprimer un utilisateur qui n'existe pas, donc on aura maintenant un cas 104. Donc là, nous avons fait le get, le delete et le get all. Donc la seule opération ou les seules opérations que nous n'avons pas fait, c'est le update et le create. Donc cela nécessite le create et le update. Donc nous allons voir comment réaliser cela dans une autre vidéo, vu que cela demande de connaître un autre concept clé d'Express.js qui est le middleware. Donc nous aurons une autre vidéo qui sera dédiée spécifiquement à cela et dans laquelle nous allons voir comment réaliser cela. Donc supposons maintenant qu'au niveau de la requête de type get ici, que nous souhaitons rajouter un paramètre supplémentaire, c'est-à-dire réaliser un query en faisant ceci. Supposons que nous souhaitons faire ceci, par exemple dire que department comme ça égale à IT. En faisant ceci, que cela nous retourne juste les utilisateurs qui sont dans le département IT. Donc les utilisateurs qui sont, donc si je refais ceci, si je fais un save ici et que je retourne là, que je fais la requête, vu que le serveur est démarré à chaque fois que nous faisons la modification du code et que nous faisons un save, et que les valeurs, notre liste se trouve en mémoire. Donc lorsqu'on fait une suppression et qu'on redémarre le serveur, donc on aura toutes les données qui seront disponibles de nouveau. Raison pour laquelle nous avons le premier utilisateur que nous venons de supprimer, qui est toujours là après avoir modifié le code et avoir fait un save. Donc l'idée de ce que nous allons faire maintenant, c'est lorsque l'utilisateur va faire ceci et qu'il va faire un query paramètre department comme ça, et qu'il va faire égal à IT, supposons que l'idée serait de récupérer les utilisateurs dans le département est égal à IT. Donc de garder juste cet utilisateur et cet utilisateur. Donc pour pouvoir faire cela, il nous faut récupérer le query paramètre ici, le paramètre de requête. Donc pour pouvoir faire cela, il y a Express qui nous fournit une propriété au niveau des requêtes qui est le query paramètre qui nous permet de récupérer la valeur en question. Donc pour le route, pour récupérer les données de route dynamique, nous avons utilisé le params ici. Donc pour pouvoir récupérer les query paramètres, donc nous avons le query qui nous permet de réaliser cela. Donc dans un premier temps, nous allons juste afficher à quoi cela ressemble, comme nous l'avons fait pour le cas du route params. Donc on va afficher ici les queries. Donc lorsque je viens là, que j'affiche ma console et que je vais faire une requête maintenant depuis cette route et qu'on regarde le contenu de notre console, donc on voit que j'ai le département qui est récupéré et que sa valeur est égale à IT. Donc c'est de cette façon qu'on peut récupérer les données se trouvant dans la requête. Donc si je fais, j'ajoute une autre variable ici de query paramètre que je mette par exemple ici date ou level égale à S par exemple. Donc ça va me retourner dans ma console lorsque je vais faire la requête. Donc on voit que j'ai le level S qui est passé en paramètre ici, qui est récupéré plutôt comme contenu de mon query ici. Donc c'est de cette façon que je peux récupérer les données se trouvant dans les queries pour pouvoir effectuer des traitements dessus. Donc nous allons utiliser cela pour pouvoir traiter notre requête ici. Donc au lieu d'afficher le query ici, donc nous allons faire pareil. Donc on va créer
on va récupérer plutôt la valeur qui va correspondre au département. Donc, vu que c'est un objet, donc je peux récupérer cela de cette façon en procédant par des structurations. Donc je vais dire ici que je récupère une valeur qui correspond au département de l'utilisateur. Donc l'idée maintenant, c'est qu'au lieu de retourner tous les utilisateurs, je vais vérifier lorsque cette valeur existe, donc je vais la prendre en compte. Donc je vais faire juste ici. Si le département existe et que c'est renseigné, plutôt que lorsque le département est renseigné, donc je vais retourner seulement les utilisateurs qui se trouvent dans ce département. Donc je vais faire user ici. D'abord je vais récupérer la liste, donc je vais faire return ici, response JSON. Donc je vais récupérer ma liste users, je vais filtrer cette liste et dans cette liste je vais garder les utilisateurs. Donc je garde les utilisateurs dont le département correspond au département que nous venons de récupérer des query paramètres. Donc on va mettre department ici. Donc autre chose que nous pouvons faire ici, c'est que nous pouvons dire que pour pouvoir autoriser l'utilisateur à pouvoir taper des valeurs minuscules, donc on peut réaliser des conversions ici de valeurs. Donc on peut réaliser comme ceci, to lowercase comme ça. Donc ça permet, lorsque l'utilisateur fait des erreurs en tapant le département, même s'il met par exemple tout en minuscule ou en majuscule ou une combinaison des deux, qu'on puisse toujours avoir le résultat souhaité. Ici, il me dit que le toString n'existe pas, ça c'est le TypeScript, donc je peux dire que je considère ceci comme étant une chaîne de caractères. Donc je vais dire à string. Donc j'ai l'erreur de typage qui disparaît, donc on va tester ceci pour voir ce que ça donne. Donc je viens là, je refais ma requête maintenant. Donc pour le level, on n'a pas besoin de ça, c'est juste pour l'exemple que je l'avais mis. Donc si je fais ceci, donc on voit que la requête marche et que j'ai seulement les utilisateurs se trouvant dans le département IT. Donc si je mets même le IT avec une combinaison de majuscules et de minuscules, donc j'aurai toujours le même résultat. Donc on peut mettre ici HR également lorsqu'on veut récupérer seulement les utilisateurs se trouvant dans le département HR. Donc je fais ceci. Donc on voit que j'ai le résultat correspondant. Donc si on récupère la liste de tous les utilisateurs, donc nous avons, si on revient là et qu'on enlève les paramètres, donc on aura de nouveau notre liste complète. Donc là, nous venons de voir comment utiliser les queries, comment récupérer les queries paramètres. Donc, une dernière chose que nous allons voir avant de clôturer cette partie sur le routing. Vous allez remarquer ici, si on analyse un peu les choses, que nous répétons ceci à chaque fois. Donc, on récupère le /user à chaque fois. Donc, réaliser ceci, imaginons que nous avons plusieurs endpoints, répéter tout ça, ça peut être un peu verbeux. Et on constate que c'est un peu répétitif. Donc, il est possible de refactoriser cela en utilisant ce qu'on appelle les routeurs. Donc, il s'agit d'une fonctionnalité au niveau d'Express qui nous permet de factoriser un peu les choses. Donc, les routeurs, c'est quoi? C'est des utilitaires qui nous permettent de créer des gestionnaires de routes modulaires, c'est-à-dire des gestionnaires de routes qu'on peut ensuite monter sur une route donnée. Donc, les exemples étant plus parlants, donc nous allons donner un exemple ici. C'est que dans notre cas, nous créons des routes qui sont à chaque fois liées au /user ici. Donc, au lieu d'avoir à créer tout ceci, comme nous l'avons fait ici, donc nous pouvons créer un routeur qui va traiter ces différentes routes et ces routeurs seront juste branchés sur la route /user. Donc, on aura un routeur qui va traiter différentes méthodes et qui pourra
ensuite être branché sur le slash user. Donc je vais donner, montrer cela par l'exemple ici et je pense que vous comprendrez ce que j'essaie de dire par là. Donc Express nous permet de créer un routeur. Donc dans notre cas, nous allons juste créer un user router comme ça. Donc nous allons importer cela de Express. Donc on va importer un router comme ça. Donc on peut ensuite ici faire router pour créer une route. Donc cette route nous permet de pouvoir créer des gestionnaires. Donc au lieu d'avoir app.get, app. Tout ça, donc on peut remplacer tout ceci par un routeur. Donc on aura quelque chose au final comme ça. Ici c'est app.listen. Donc en procédant de cette façon, donc nous avons un routeur que nous pouvons brancher sur une route spécifique. Donc pour après brancher le routeur sur une route spécifique, il nous suffit de faire, après la définition du routeur, il nous suffit de faire ceci. Dans notre code plus tard, il nous suffit de faire app.use comme ça et de brancher le routeur sur une route spécifique. Donc ici, on peut préciser ici la route sur laquelle nous souhaitons brancher le routeur et faire correspondre la route au routeur en question. Donc dans notre cas, il s'agit du user router comme ça. Donc en faisant ceci, nous n'avons plus besoin de mettre à chaque fois les slash user que nous avons mis ici. Donc on peut enlever tout ceci après. Donc c'est comme si on avait une route de base. Donc ça veut dire que tout ce qui sera défini après sur le router viendra se brancher ici. Donc c'est l'idée derrière les routers. Donc on définit un routeur qu'on peut brancher sur une route. Donc ça veut dire que après dans notre application, tout ce que nous définissons ici, ils viendront se brancher ici. Donc ce qui veut dire que si je veux créer un slash user slash quelque chose, ou que je crée lorsque je vais créer une autre route ici, supposons par exemple que je vais créer une route de type post, donc lorsque je vais créer cette route, il me suffit de faire user comme ça, .post comme ça, user router post, et de gérer cela ici. Donc si je dis par exemple que tout ce qui va revenir ici comme requête de type post sur Toto, que je veux juste renvoyer un résultat qui dise par exemple que ceci n'est pas encore géré. Donc je peux faire ceci, je vais copier ça pour ne pas avoir à tout réécrire. Donc je peux faire juste ici res.send comme ça et dire par exemple que not implemented par exemple. Donc en procédant ici, lorsque l'utilisateur va faire une requête sur slash users qui correspond à la route de base slash toto, donc ça va tomber sur ce gestionnaire de route que nous avons défini ici. Donc nous allons tester pour voir si ceci marche ou pas. Donc si je reviens ici et que je fais le test, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de changement, mais que tout continue pas à marcher comme avant. Donc on voit que j'ai le HR, les utilisateurs se trouvant dans le département HR qui est affiché là. Lorsque je viens sur le delete user et que j'essaie de supprimer l'utilisateur en question, donc je passe son ID ici, on voit que l'utilisateur est bien supprimé, ce qui fait que lorsque je vais revenir ici et que je vais faire l'accès aux utilisateurs se trouvant dans le département, vu que cet utilisateur n'existe plus dans le département, donc on s'attend à avoir ici une liste vide. Donc j'ai ça. Lorsqu'on fait le get user, si l'utilisateur existe, donc on aura ces données. Donc si je mets l'ID de l'utilisateur que nous venons de supprimer, on s'attend à avoir un cas 104. Un not found. Donc nous venons ainsi d'utiliser le router pour pouvoir mettre en place tout cela. Donc dans la pratique, ce qui se fait, c'est qu'on peut maintenant déplacer tout ceci dans un module spécifique qui sera branché ici pour éviter d'écrire tout le code à l'intérieur d'un seul fichier.
Et oui, nous allons faire cela. Donc ici, nous pouvons commencer par restructurer un peu notre application ici. Donc on va créer un dossier spécifique pour gérer les fonctionnalités de user. Donc on peut nommer ça par exemple soit user, soit uses. Donc à l'intérieur, nous allons déplacer d'abord notre modèle. Donc je fais yes. Donc ici, nous pouvons créer maintenant une route spécifique que nous allons nommer user, par exemple routes.ts. Et à l'intérieur ici, nous allons déplacer tout le code que nous avons écrit ici. Donc notre routeur, on peut le créer ici. Donc on va déplacer tout ce code ici dans notre routeur. Donc ici, nous avons des erreurs parce que les imports ne sont pas là, ne sont plus là. Donc je reviens là. Je vais récupérer certains de ces imports dont on a besoin. Je le mets juste là. Ça fait disparaître certaines erreurs. Le user, la liste des utilisateurs également, on peut les déplacer là. Je fais la mise à jour également. Donc ici, notre user, il se trouve directement ici. Il faut juste corriger un peu les erreurs ici et on doit être bon. Donc là, j'ai une erreur sur le user. Il ne retrouve plus le user ici. OK. Oui, je vais déplacer également ceci. Je déplace là. Il me dit qu'il ne connaît pas ce fichier. OK, on prend user. Uses, OK. Express, on n'a pas besoin de ça ici. On n'a plus de message d'erreur. Nous avons nos différentes routes qui sont définies ici, dans ce fichier. Il nous reste juste à exporter ce routeur à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser. Donc je fais ici export router. Donc après le déplacement des différents fichiers et la réorganisation, donc nous avons le code qui se présente comme suit. Donc on dépend maintenant juste de l'importation que nous faisons depuis le user root. Donc si on regarde un peu la structure finale, donc nous avons notre modèle qui est exporté ici. Nous avons tout le routing qui est défini là. Nous avons notre liste d'utilisateurs qui est exportée ici. Donc nous importons depuis notre fichier indes l'élément dont nous avons besoin, qui est le router, que nous branchons ensuite sur cette route pour pouvoir traiter les résultats ici. Donc si nous arrêtons tout et que nous relançons notre application, elle est build. Après la réorganisation des fichiers. Donc si je reviens maintenant dans l'application et que je refais un dernier test, donc je viens sur le get user par défaut. Donc ce test est juste pour vérifier que tout marche bien. J'ai la liste complète. Lorsque j'ajoute le département, j'ai les utilisateurs qui sont dans le département IT. Je viens dans le get user. J'ai l'utilisateur, l'information sur l'utilisateur en question. Donc essayons maintenant de supprimer un utilisateur de cette liste. Donc je vais supprimer le Mohamed ici. Donc si je viens là et que je passe l'ID, je le supprime. J'ai la suppression qui s'est bien passée. Lorsque je refais la requête, j'ai un K104. Lorsque je vais refaire la requête ici, donc cet utilisateur doit disparaître de la liste. Donc il n'est plus là, on a un seul élément. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur le routing. Donc nous avons vu comment créer des routes, comment créer un routeur pour le brancher sur un path spécifique pour pouvoir traiter les requêtes et tout. Donc ceci nous amène à la fin de cette deuxième partie. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer ou mettre en place des middleware qui sont également un concept important lorsqu'on travaille avec
Express.js. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, de façon générale, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. N'hésitez pas également à partager ces contenus avec vos collègues ou autour de vous sur les médias sociaux comme Twitter ou LinkedIn. En faisant cela, cela améliorera la visibilité de la chaîne et permettra également à d'autres personnes de bénéficier de ce contenu.